Féminisme, coutumes africaines et place des femmes dans les mutations socio-économiques. Voici le thème au centre d'un panel de discussion organisé par l'Observatoire panafricain du leadership féminin au PALEF en collaboration avec l'Ordre des avocats du Togo le vendredi dernier à Lomé. Ce panel de discussion, webinaire et en présentiel fut riche en exposés sur plusieurs thématiques, notamment la femme africaine face aux défis de la bonne gouvernance, les devoirs de la femme africaine du 21e siècle et surtout les us et coutumes africaines à l'épreuve du féminisme et de la mondialisation. Les femmes africaines ont toujours eu les devoirs, nous le connaissons, des fois pas vraiment justifiés, et qu'avec le féminisme et le militantisme qui a entouré sa promotion, sa valorisation, qu'il était temps de faire une pause pour se questionner sur les devoirs pas comme on les voyait avec nos grands-mères, etc., qui n'ont pas été sujets à la mondialisation, mais les devoirs en prenant en compte tous ces aspects. Les participants, surtout ceux intervenant par Zoom depuis le Cameroun, la Centrafrique, la RDC ou encore le Bénin, ont tous abordé le sujet sur le leadership féminin en Afrique, qui désormais est une réalité qui reconquiert le rang qui lui sied dans un monde en pleine mutation. En tant que présidente de l'OPALEF, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la Centrafrique, a exhorté les femmes africaines à rester mobilisées et constantes dans leur politique de leadership. Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant se couche désormais auprès de ses pairs depuis ce dimanche 4 août. L'information a été confirmée par une note de la conférence des évêques du Togo CET et signée par Monseigneur Benoît Alaouanou, président de la conférence. Cependant, la note n'a pas donné de détails sur la cause de sa mort. Selon les indiscrétions, l'homme de Dieu est malade depuis un moment, ce qui l'a même rendu incapable d'assurer ses obligations sacerdotales. Il a d'ailleurs au cours de ces derniers mois manqué aux différentes cérémonies faites aux séminaristes. Monseigneur Bariga n'a pas été comme religieux, il s'était aussi illustré sur le plan sociopolitique après sa nomination à la tête de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, créée en février 2009 par décret présidentiel. Cette commission avait pour objectif de recenser les victimes des violences politiques et militaires de 1958 à 2005. Cette commission s'est aussi chargée de faire la lumière sur les violences à caractère politique et d'étudier les modalités d'apaisement des victimes. Monseigneur Yves Nicodème Bariga Bénissant est mort à l'âge de 61 ans. Démarrés en juillet dernier, les Jeux Olympiques de Paris accueillaient 5 athlètes togolais de différentes catégories. En effet, Akoko, comme l'envie, a participé à l'épreuve de skiff, Éloi Adjavon a participé à l'épreuve individuelle de triathlon homme, Giordano Daou a participé à l'épreuve du 50 mètres nage libre, la sprinteuse Naomi Akakbo de la catégorie athlétisme 100 mètres est et Gaïtsu Adel Sodalo Agnès à l'épreuve du 50 mètres nage libre femme. Malheureusement, aucun des athlètes togolais n'a réussi à avancer au-delà des phases préliminaires ou des quarts de finale. Cependant, la déception est palpable au sein de la délégation togolaise et parmi les supporters nationaux. Le manque de médailles est un coup dur pour un pays qui aspire se faire une place sur la scène sportive internationale. Les athlètes ont néanmoins montré un courage et une détermination remarquables et leur participation reste un témoignage de leur dévouement et de leur travail acharné. Notons que le Togo a peut-être quitté les Jeux Olympiques de Paris 2024 sans médaille, mais la participation de ces athlètes aux Jeux Olympiques reste un moment de fierté et d'accomplissement. Le pays doit tirer des leçons de cette expérience pour renforcer son approche du sport de haut niveau et préparer les prochaines générations d'athlètes à atteindre les sommets de l'excellence olympique.
Les membres du collectif des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire se sont réunis dimanche à Abidjan pour échanger sur leurs inquiétudes face à la décision des militaires au pouvoir au Mali de se retirer de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui doit prendre effet en janvier prochain. Le président du collectif, Amadou Kodjo, ne souhaite pas que le Mali quitte la CEDEAO car selon lui, l'impact sur la vie quotidienne serait considérable. Si le Mali quitte la CEDEAO, nous qui vivons du transport de marchandises, du travail de sécurité, comment allons-nous obtenir une carte de séjour en Côte d'Ivoire? De quoi allons-nous vivre et qu'allons-nous envoyer à nos familles restées au pays? Quelques 3 millions de Maliens vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Ils s'inquiètent vivement de leur situation si la décision des militaires au pouvoir au Mali devenait réalité dans quelques mois. Les Maliens de la diaspora sont très importants dans l'économie malienne. Donc, si aujourd'hui ils se retirent, que deviendrait la diaspora? C'est la question que nous on se pose en tant que jeunes Maliens vivant à l'étranger. Des militaires ont pris le pouvoir au Mali lors d'un coup d'État en 2020. Depuis, les pays du bloc régional de la CEDEAO les exhortent à organiser une élection présidentielle. Les militaires ont adressé en janvier une lettre à la CEDEAO annonçant le retrait du pays du bloc régional. 4 jours après le début de la mobilisation, ni les manifestants, ni la police ne semblent décidés à quitter les rues de Lagos. On ne bougera pas d'ici. Ce que le président a dit ce matin n'a aucune importance. Dimanche, le chef de l'État Bola Ahmed Tinubu a appelé à mettre fin aux manifestations. Les jours précédents, des milliers de personnes ont défilé contre la mauvaise gouvernance, ainsi que contre la hausse du coût de la vie dans ce pays en pleine crise économique. Près de 700 personnes ont été arrêtées et selon Amnesty International, 13 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre. J'appelle à suspendre toutes les manifestations à venir et à créer les conditions du dialogue, auquel j'ai toujours été favorable à la moindre occasion. Le Nigeria a besoin de l'engagement de tout le monde. Quels que soient nos âges, nos partis, nos religions, ou nos autres divisions. Le président nigérian défend son bilan, mais ces mesures, parmi lesquelles la suspension de la subvention au carburant, sont directement visées par les manifestants. Le prix de l'essence a depuis triplé, tandis que l'inflation des denrées alimentaires dépasse les 40%. Honnêtement, je n'attends pas grand-chose de lui. Il est semblable à un dictateur. Quoi qu'il fasse, c'est mauvais. Il n'agit que dans son propre intérêt. Il ne sait rien de nos besoins. En réponse aux manifestants, le président Bola Ahmed Tinubu l'assure, les réformes économiques porteront bientôt leurs fruits. Son équipe rappelle notamment l'augmentation récente du salaire minimum pour atténuer les difficultés économiques des Nigérians, une mesure pour l'heure insuffisante pour calmer la colère qui traverse le pays. Ce lundi marque un tournant important au Niger. Les États-Unis remettent leur dernière base militaire, la base aérienne 201 d'Agadez, aux autorités locales, avant la date limite du 15 septembre imposée par Niamey. Ce retrait fait suite à celui de la base aérienne 101 le mois dernier. Les troupes allemandes sont également prêtes à quitter le pays ce mois-ci, ce qui illustre une tendance plus large de départ des forces occidentales du Sahel. Dans ce contexte, des analystes craignent un vide sécuritaire imminent. Pour les travailleurs d'ONG se rendant en dehors des grandes villes, une escorte de sécurité est nécessaire. Cette exigence impacte l'aide humanitaire et soulève des questions sur la neutralité. Aussi, les humanitaires étant souvent ciblés, les visites sur les sites deviennent moins fréquentes. Par conséquent, l'aide se concentre dans les villes, laissant les populations périphériques parmi les plus vulnérables, avec un accès réduit à l'aide humanitaire. Alors les personnes qui se trouvent à la périphérie font partie des plus vulnérables. Malgré ces défis posés par le départ des forces occidentales, le Niger a l'opportunité de renforcer ses propres capacités sécuritaires et sa coopération régionale, notamment à travers l'Alliance des États du Sahel, engagée dans la lutte contre le djihadisme.
La dernière localité prise par les rebelles est tombée sans résistance selon les habitants. À 200 km au nord de Goma, la ville d'Ishasha est passée sous contrôle du M23 dimanche, après la fuite de dizaines de policiers congolais en Ouganda. La veille, l'agglomération voisine de Nyamilima tombait elle aussi sans combat. Dans l'est de la RDC, un cessez-le-feu obtenu par la médiation angolaise et signé par Kinshasa et Kigali devait pourtant démarrer dimanche. Mais à Goma, où des centaines de milliers de déplacés s'entassent depuis des mois, les habitants ont accueilli la nouvelle avec méfiance. On décrète un cessez-le-feu, mais des localités restent sous occupation. C'est un cessez-le-feu qui ne nous aide en rien du tout. Ils vont peut-être arrêter de se battre, mais la guerre n'a pas encore pris fin et ils n'ont pas libéré les villages occupés. Nous voulons la libération de toutes les zones pour que nos activités reprennent normalement à Goma et que les habitants des zones occupées puissent regagner leur domicile. Une trêve humanitaire de 2 semaines avait déjà été annoncée le 5 juillet par les États-Unis, avant d'être prolongée de 15 jours jusqu'au 3 août. Depuis, les combats ont baissé en intensité, mais des ONG soupçonnent les groupes armés d'en profiter pour se réorganiser en vue d'une reprise des affrontements. À part même cette trêve humanitaire, il y a des accords qui étaient signés par le Rwanda, la RDC, l'Ouganda et le Burundi, mais ce sont des accords qui n'ont jamais été respectés. Donc moi, je ne m'attends à rien, je ne dois rester que debout étant citoyen averti. À la fin du mois de juin, la rébellion du M23 s'était déjà emparée de la ville stratégique de Kanyabayonga, ainsi que de nouvelles localités dans le territoire de Lubero. Des barrages flottants pour contenir l'eau et protéger les communautés riveraines menacées par les inondations. Nous sommes au Kenya. Cette technologie néerlandaise a déjà été expérimentée dans d'autres pays d'Afrique, comme le Nigeria. Frédéric Njuguna réside à seulement 50 mètres de la rivière Ngarenarok, dans la localité de Rumuruti. Si je n'avais pas eu ces barrages, les pertes auraient été importantes. Je considérais la valeur de ma propriété, de moi-même, de mes enfants, et j'aurais subi une perte de 40 à 50 000 shillings. Si l'on considère les investissements que j'ai réalisés sur ce terrain, vous pouvez venir jeter un coup d'œil, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Ces ingénieux bâtards d'eau appelés slam dam permettent de stocker l'eau qui sera ensuite utilisée pendant la saison sèche pour irriguer les champs. Lorsqu'il est temps de vider les barrages, au lieu de jeter l'eau, ils la pompent pour arroser les cultures. Les cultures poussent, prospèrent et fournissent de la nourriture. Lorsqu'ils épuisent l'eau d'un barrage, nous la posons et nous passons au barrage suivant. Frida Nduru habite Berimeru. Cette dame a déjà fait face aux terribles inondations qui ont endeuillé le Kenya ces derniers temps. Puis elle s'est fait installer la digue flottante qui isole sa propriété de la montée du cru. J'ai reçu ce don de l'organisation néerlandaise de développement SNV après que les fortes pluies ont inondé ma maison et détruit mes biens. Depuis que j'ai reçu les digues, je suis en sécurité et ma maison n'est plus inondée. Les barrages sont fabriqués en caoutchouc, résistant à la chaleur avec une capacité de 8000 litres d'eau chacun. Un slam dam est une barrière contre les inondations. Il est fabriqué en caoutchouc et sert à de nombreuses fins. Au Kenya en particulier, nous l'avons utilisé pour la gestion des inondations et nous l'utilisons aussi maintenant pour la collecte de l'eau. Derrière ces slam dams se trouve la SNV, Fondation des volontaires néerlandais contre la faim en Afrique et en Asie.